Bonjour à toutes et à tous. Il s'agit d'un livre qui s'appelle Les religions, l'école et la laïcité, qui est paru il y a 2 ans à peu près chez Hachette. C'est un livre, pardon, pour les formateurs ou un livre d'auto-formation et qui est écrit par 6 personnes et que j'ai dirigé, 6 personnes qui sont formateurs à l'École supérieure de l'éducation nationale, qui s'appelle maintenant l'IH2EF, l'Institut des hautes études en éducation et en formation à Poitiers, et qui utilise une méthode qui s'appelle l'analyse de situation professionnelle. Le thème de ce livre, qui est le troisième livre chez Hachette d'analyse de situation professionnelle, donc d'études de cas par une méthodologie précise sur laquelle je reviendrai, c'est les religions et la laïcité, avec un objectif: faire face à la montée du religieux chez certains élèves, dans les classes et dans les établissements scolaires, et savoir comment mieux réagir, et aux atteintes au principe de laïcité qui se développe actuellement dans l'éducation nationale. Donc voilà, le plan est un plan en 3 parties. Dans une première partie de l'exposé, je parlerai de la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité et ses conséquences dans l'école publique? Dans une deuxième partie, je reviendrai sur la méthode de formation, l'ASP, l'analyse de situation professionnelle, et je conclurai en troisième partie par un exemple tiré du livre d'études de situation professionnelle. Voilà, première partie donc, les religions, la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité plus précisément? Alors, il est difficile pour moi, voire impossible, je pense, de parler de laïcité sans parler de religion, puisque la laïcité, c'est précisément la forme historique que la France a trouvée, a fabriquée, de sortie du religieux, ou plutôt du système politico-religieux qui préexistait. Donc, parlons un peu des religions. Qu'est-ce qu'une religion? Une religion, c'est un récit, un mythe, ou un ensemble cohérent de récits, une mythologie, qui donne du sens, qui a toujours donné du sens à l'existence humaine, qui répond aux questions fondamentales: d'où vient-on? Où allons-nous? Que faisons-nous sur Terre? Pourquoi? Etc. Et quelle est notre place dans le cosmos? Donc ces récits sont des croyances qui ont toujours existé, quelles que soient les civilisations et quelles que soient les époques humaines, dans l'ensemble des civilisations humaines, et qui ont toujours rempli trois missions essentielles pour l'humanité. La première mission, c'est de rassembler, c'est-à-dire nous sommes un groupe humain qui croyons aux mêmes choses. Et cette croyance permet d'être ensemble, de former une communauté et surtout d'agir ensemble. La deuxième fonction est de structurer une société. Donc les sociétés humaines sont structurées par la religion qui édicte un certain nombre de normes de vie commune, les rapports entre les hommes et les femmes, les parents et les enfants, les rapports sociaux, les rapports hiérarchiques et en particulier les rapports politiques. C'est-à-dire qui répond à la question: qui gouverne? Qui a la légitimité pour gouverner? C'est pourquoi, parenthèse, les religions ont toujours rempli une fonction politique. Il n'y a pas d'exception, et précisément, on reviendra là-dessus. Et puis, troisième fonction essentielle, transmettre, la transmission intergénérationnelle de la culture. L'espèce humaine, évidemment, est mortelle, les hommes sont mortels, et pour assurer la continuité culturelle dans cette discontinuité biologique, la religion joue un rôle essentiel. N'oublions pas, par exemple, que jusqu'à la Révolution française, les petites écoles avaient essentiellement une fonction d'éducation religieuse et de transmission de la religion. Euh, dans cette continuité historique, euh, il y a eu plusieurs ruptures anthropologiques, c'est-à-dire des changements de paradigme importants. La dernière, c'est la Révolution française. En effet, jusqu'à la Révolution française, tous les grands textes politiques, tous les grands textes juridiques, de Sumer jusqu'à la Déclaration d'indépendance américaine, se sont toujours légitimés
de divinité. C'est au nom de la divinité. Voilà. Et lorsque les Américains proclament leur indépendance, dans le préambule, on lit que les droits de l'homme, qui sont énumérés, ont pour origine le Créateur. Avec la Révolution française, rupture totale, pour la première fois, des hommes se donnent le droit de se donner des droits, sans aucune référence à une transcendance. Et c'est à partir de là que la laïcité va prendre du sens, bien que le mot est inventé, soit inventé plus tard. C'est cette rupture-là, c'est-à-dire cette capacité des hommes de décider eux-mêmes sans référence à une divinité ou à une transcendance, qui donne du sens à la laïcité. C'est-à-dire, c'est la forme historique que la France a trouvée de séparer le politique du religieux. Pour la première fois, une structure politique, un système politique se légitime des hommes eux-mêmes. Et donc, les pouvoirs publics sont complètement séparés, à partir de 1905, de l'ordre religieux. La laïcité, c'est donc cela, c'est la capacité pour les pouvoirs publics, pour la République, de se désengager du religieux, d'agir de manière indépendante des systèmes religieux. Juridiquement, aujourd'hui, comment se définit la laïcité? Du coup, dans cette logique historique. Eh bien, tout d'abord, il y a l'article 1er de la Constitution française qui dit que la France est une république démocratique, indivisible, démocratique, laïque et sociale. C'est la République, c'est très important, c'est la République qui est laïque en France. C'est-à-dire que c'est la République qui se donne un certain nombre d'obligations par rapport à la séparation du religieux et du politique. Et pas contrairement à ce qu'on dit souvent et ce qu'on pense, l'État. C'est bien plus vaste que l'État. La République, c'est la res publica, la chose publique, c'est-à-dire l'ensemble des institutions publiques, à savoir l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, etc. Et le reste n'a pas à être laïque. À la limite, on peut dire que je suis laïque n'a pas beaucoup de sens, sinon que ça peut vouloir dire je suis partisan de la laïcité. Mais en tout cas, je n'ai pas, moi, dans mon comportement personnel, privé, à afficher une séparation du religieux, bien entendu. De même pour les associations, les entreprises et toute la sphère privée. Cet article 1er de la Constitution est illustré et mis en pratique à travers une loi votée en 1905, la loi de séparation, et de ces deux premiers articles. Que disent ces deux premiers articles? Ils fixent à la République 3 obligations. La première obligation, c'est de garantir la liberté de conscience, c'est-à-dire d'agir pour que les citoyens soient libres de leur conscience et de l'exprimer, c'est-à-dire le droit, par exemple, de critiquer une religion ou l'absence de religion, voire de s'en moquer, le droit de changer de religion, d'en avoir ou de ne pas en avoir, etc. Et ça, c'est une garantie fondamentale, c'est une obligation pour la République. C'est-à-dire la République, je rappelle, les institutions et ceux qui les font fonctionner, c'est-à-dire les fonctionnaires, les agents publics. La deuxième obligation pour la République, c'est d'assurer la liberté de culte, c'est-à-dire la libre possibilité pour les croyants de se rassembler et d'agir collectivement. Et la troisième obligation, c'est d'assurer l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur religion. C'est le fondement même de la démocratie, assurer l'égalité des droits. Voilà pour les choses pratiques. Et il y a quand même une difficulté sur laquelle je veux insister parce qu'elle est au cœur d'un certain nombre d'incidents ou de malentendus par rapport à la laïcité, notamment dans le domaine scolaire. C'est que cette obligation s'impose à la République.
et donc pas au domaine privé. Et dans le domaine privé, il y a un autre principe qui est à égalité, si je puis dire, avec le principe de laïcité, c'est le principe de liberté. Et donc, on a toute une série de situations concrètes où le principe de liberté des citoyens entre en tension avec le principe de laïcité des institutions. Par exemple, eh bien, en 1989 surgit le problème de 3 collégiennes voilées à Creil, et où on se pose la question, euh, on se l'est posé pendant 15 ans, de savoir ce qui prédomine, si c'est le principe de la liberté de ces jeunes filles et de leurs familles, ou si c'est le principe de laïcité de l'établissement. Voilà. Et ces situations se multiplient. En tout cas, il y a toujours de nouvelles situations. Et là, il faut se poser la question de savoir qui tranche. Et on est dans une république démocratique, c'est-à-dire où les pouvoirs sont séparés. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Lorsqu'il s'agit d'un problème qui concerne les citoyens, en principe, c'est le Parlement qui doit décider. Et le Parlement, en 2004, a voté une loi qui interdit les signes et les tenues vestimentaires religieuses, qui expriment une conviction religieuse, aux élèves. Mais le pouvoir exécutif a aussi une responsabilité, c'est d'organiser les services de l'État. Et lorsqu'il s'agit d'enseignants ou de personnel ou de fonctionnaires ou d'agents publics ou d'agents qui assurent un service public qui méconnaissent le principe de laïcité, cette fois-ci, c'est un décret qui permet de trancher. En tout cas, c'est le pouvoir exécutif qui tranche. C'est un décret ou c'est le représentant de l'État qui voilà, prend ses responsabilités. Et puis, il y a le pouvoir judiciaire, qui est de plus en plus important, car on a de plus en plus recours aux juges pour décider. Et en matière de laïcité, s'il s'agit d'événements qui se passent dans une école ou un collège ou un lycée, c'est la justice administrative qui est saisie. Si c'est dans le cadre d'une entreprise, c'est la justice, le juge judiciaire qui tranche. Et en dernier ressort, soit le Conseil d'État, dans le premier cas, soit la Cour de cassation de l'autre. Sans compter les juridictions européennes, qui sont la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont amenés parfois à trancher sur les affaires de voile. Par exemple, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a tranché en donnant raison contre toute une série de plaignants à l'État français d'avoir pris la loi qui interdit les signes religieux à l'école. Voilà les attributs des 3 pouvoirs, et c'est une situation qui est assez compliquée parfois de savoir qui peut trancher. Conséquences pour l'école et pour les personnels de l'éducation nationale. Eh bien, la première mission des personnels de l'éducation nationale et des institutions dans lesquelles ils travaillent et qu'ils font fonctionner, c'est de garantir la liberté de conscience. Garantir la liberté de conscience, ça veut dire faire en sorte qu'on puisse librement critiquer une religion ou critiquer l'absence de religion, que l'on puisse protéger les élèves contre les pressions qui voudraient qu'ils se comportent comme ceci ou comme cela. Et c'est précisément au nom de cette liberté de conscience que la commission Stasi a recommandé au président Chirac en 2003 de faire une loi sur cette question des signes religieux. Parce que les auditions auxquelles la commission avait procédé, de jeunes filles, de professeurs, de chefs d'établissement, montraient l'importance des pressions qui s'exerçaient sur les jeunes d'origine musulmane et sur les filles d'origine musulmane pour qu'elles portent le voile. Et donc la liberté de conscience n'était plus respectée. La troisième chose, c'est d'assurer l'égalité de tous les élèves, quelle que soit leur religion ou leur absence de religion. Et pour cela, il y a une règle très simple, le professeur, l'enseignant, le fonctionnaire ne doit pas lui-même manifester sa religion sous quelque forme que ce soit, même discrètement, de manière qu'il soit perçu comme quelqu'un de neutre par rapport par exemple pour nous dans l'éducation nationale, par rapport aux élèves. Donc ça veut dire concrètement que si un élève demande à un maître ou à un professeur
quelle est votre religion? Dites-nous votre religion. On ne doit pas répondre. On doit répondre, mais je ne peux pas la donner parce que je dois justement assurer l'égalité devant tous les élèves. Voilà donc pour la première partie sur une clarification sur le principe de laïcité et la difficulté et la mise en tension de ce principe de laïcité par rapport au principe de liberté dans des situations qui apparaissent nouvelles dans lesquelles on n'a pas d'expérience. J'arrive à la deuxième partie, l'analyse de situation professionnelle, c'est-à-dire la méthode. Cette méthode a été créée il y a une vingtaine d'années à Lyon, à l'Institut universitaire de formation des maîtres, dans un séminaire que je dirigeais, et il a donné à l'époque l'occasion de faire paraître un livre sur cette méthode qui s'appelle Les établissements scolaires entre l'éthique et la loi, qui est paru chez Hachette. Et puis dernièrement, donc 3 livres, donc collectifs de situations professionnelles analysées et commentées, sur lesquelles je reviendrai in fine. Le principe, c'est de décrire une situation vécue, problématique évidemment, une situation réelle. Lorsqu'on est dans un groupe de formation, on demande aux stagiaires d'apporter des cas et on choisit à l'avance, pour bien les préparer, une situation qu'on analyse. Mais cette situation ne doit pas être une analyse de pratique, donner lieu à une analyse de pratique. Ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet d'évaluer les pratiques des personnes dans cette méthode. C'est simplement un support projectif dans lequel chacun pourra se projeter pour imaginer comment il aurait analysé et réagi et décidé. C'est pourquoi on s'arrête toujours dans la description de la situation à un moment donné, avant ce qu'on appelle la fin de l'histoire. Cette fin de l'histoire, c'est-à-dire la manière dont le protagoniste principal, l'auteur du cas, a décidé, ne nous intéresse pas, de telle façon que ce n'est pas sa manière de décider que l'on juge, mais la manière dont on va travailler pour comprendre la situation avant de décider. Cette fin d'histoire est donnée à la fin tout à fait du travail, de telle façon que l'auteur du cas, s'il est présent, ne se sente pas jugé par rapport à la manière dont il a, lui, décidé dans la réalité. Car on n'est jamais dans la réalité, dans ce cas-là, on est toujours dans un imaginaire, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aurais pu faire moi si j'avais été à sa place, sauf que je n'ai pas été à sa place. La troisième chose, après d'écrire et s'arrêter avant la fin de l'histoire, ou la seconde chose, si vous voulez, c'est d'analyser. Revenons sur ce que signifie analyser. Analyser, ça veut dire décomposer un tout en éléments homogènes. Voilà. C'est une décomposition en éléments, et ces éléments doivent évidemment être homogènes entre eux. Ensuite, quand on a fait cette analyse sur laquelle on va revenir, on rassemble les éléments de l'analyse pour délibérer, donc c'est une forme de synthèse, et après avoir délibéré, c'est-à-dire avoir jugé les possibilités de décision, les différentes possibilités de décision, on décide et, in fine, on donne la fin de l'histoire. Donc, les 20 cas qui sont dans le livre Les religions, l'école et la laïcité respectent scrupuleusement cette méthode. Le tout, évidemment, maintenant, enfin, c'est de donner la grille d'analyse. Si on décompose un tout en ces éléments, il faut dire de quelle manière on le décompose. C'est-à-dire, l'important dans une méthode d'analyse, c'est de livrer la grille d'analyse. Je dis ça parce que, évidemment, dans le marché de la formation, il y a énormément de méthodes d'analyse, de pratiques ou de situations, mais beaucoup s'exemptent de la nécessité de dire quelle est leur grille. Elle est implicite. Alors voici la grille d'analyse. La grille d'analyse, pour décider, pour comprendre, puis décider,
c'est l'ensemble des systèmes normatifs qui président aux croyances, aux valeurs, au comportement des acteurs, c'est-à-dire des protagonistes d'une situation, et en particulier aux protagonistes pour nous dans l'éducation nationale. Et ces systèmes normatifs, ces systèmes de normes sont au nombre de 3. Et ceci est d'ailleurs général, ne concerne pas que l'éducation nationale. Le premier système normatif, c'est le droit. Le droit qui est l'ensemble des normes impératives publiques. Et donc, la première chose que l'on fera en analyse de situation professionnelle, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui, dans cette situation, relève du droit? Et ensuite, une fois qu'on sera mis d'accord sur ce qui relevait éventuellement du droit, on ira rechercher les textes juridiques qui vont permettre de savoir ce que le droit dit, c'est-à-dire ce que le droit commande de faire. La deuxième chose, le deuxième système normatif, c'est la morale. La morale, système de normes impératives aussi, mais privées. C'est lorsque quelqu'un dit « moi je fais toujours comme ceci » ou « moi je ne fais jamais cela ». Quand il y a du toujours et du jamais, on est dans le domaine de la morale. Voilà. Comme le droit, la morale est indépendante des circonstances. C'est une norme générale. Et dans la société dans laquelle nous vivons, qui est largement sécularisée, les morales religieuses ont une importance pour certaines personnes, mais pas pour la plupart d'entre elles. Et on est renvoyé souvent à des systèmes de normes, des morales individuelles, du genre « moi, je ne donne jamais aux mendiants parce que » ou « moi, je donne toujours parce que ». Voilà. Puis il y a ceux qui ne sont pas dans cette morale vis-à-vis des mendiants et qui se disent ben, « moi, je regarde sa tête ». C'est-à-dire ça dépend des circonstances. Et donc là, on rentre dans le domaine de l'éthique. Troisième système normatif, après le droit et la morale, un système normatif non obligatoire, non impératif, qui permet de faire des choix. Pour reprendre l'exemple de la mendicité, voilà, si c'est quelqu'un qui est propre sur lui, ou qui ne boit pas, ou dont on pense qu'il n'est pas drogué, moi je donne. Voilà, par exemple, ce qu'on peut entendre. Et évidemment, ces éthiques sont extrêmement variées. Et donc, la troisième dimension de l'analyse, ça sera de se poser la question de savoir si les protagonistes de la situation, l'élève, sa famille, le professeur, les professeurs, le chef d'établissement, le directeur d'école, etc., qui sont impliqués dans la situation, agissent au nom d'une morale ou d'une éthique particulière. Et c'est en mettant en relation ensuite ces divers éléments juridiques qui sont objectivement présents dans la situation, juridiques, moraux et éthiques, que l'on va pouvoir délibérer, c'est-à-dire regarder les tensions qui existent entre ces éléments ou les conjonctions qui existent entre ces éléments pour prendre une décision. La meilleure décision possible, pense-t-on, ou la moins pire, la moins mauvaise. On va alors avoir, lorsqu'on est dans un groupe de formation, par exemple une quinzaine de personnes, on risque bien d'avoir 3 ou 4 types de décisions qui vont s'opposer. Et donc, l'analyse de situation professionnelle est une méthode où on se met d'accord sur le désaccord. Voilà. On s'accorde dans une délibération pour dire qu'il y a des possibilités d'action différentes. Et donc de décider en raison, en fonction de cette délibération, c'est-à-dire de cette mise de cette synthèse entre des éléments qui relèvent du droit, qui relèvent de la morale, qui relèvent de l'éthique, mais qui sont tous présents dans une situation déterminée. Donc voilà très rapidement brossé
la méthode de l'analyse de situation professionnelle. Lorsqu'on a discuté dans le groupe des décisions possibles, on s'arrête à un moment donné et on livre la fin de l'histoire et on se sépare là-dessus sans commentaire sur la fin de l'histoire, sauf si l'auteur du cas n'étant pas là, on peut discuter. Donc je voudrais prendre un exemple tiré du livre, ça sera la dernière partie de l'exposé. J'ai choisi de vous parler d'un cas qui est presque au début du livre, pas tout à fait, qui s'appelle « C'est Mozart qu'on assassine ». C'est Mozart qu'on assassine, j'ai pris ce titre parce que c'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, qui assistait avant la dernière guerre mondiale au retour des réfugiés, enfin des immigrés polonais dans leur pays, après que le gouvernement français ait décidé de s'en séparer et d'en renvoyer le plus grand nombre. Et voyant un enfant franchir la frontière, Saint-Exupéry dit voilà, un enfant qu'on renvoie, c'est Mozart qu'on assassine. Et il s'agit d'un cas qui se situe, d'un cas réel, qui a été apporté par un stagiaire d'une session de formation et qui concerne une fillette qui est en CM2 dans une école élémentaire et qui est dans cette école depuis le CE1. Elle est d'origine malienne et elle arrive dans une tenue qui manifeste ostensiblement son appartenance religieuse. Elle n'est pas voilée, mais elle a une robe noire. On voit rien de son corps sauf son visage. Et elle est une élève brillante. On écrit curieuse, perfectionniste, très cultivée son âge. Elle voudrait devenir pédiatre. Elle lit beaucoup, dévore tout ce qu'elle trouve à l'école, dictionnaire, bande dessinée, littérature, et explique ne pas pouvoir le faire chez elle, où elle n'a le droit de lire que le Coran. Pardon, elle n'est pas d'origine malienne, mais d'origine sénégalaise et de confession musulmane. Elle s'appelle Aminatou, c'est le nom qu'on lui a donné, en tout cas, évidemment, pour respecter l'anonymat dans le livre, et son institutrice, aime beaucoup cette fillette et est très fière d'elle. Mais voilà, sa mère arrive, alors c'était avant le Covid, et elle arrive voilée à l'école avec un masque chirurgical sur le visage, c'est-à-dire en contradiction totale avec la loi qui impose de se découvrir le visage sur la voie publique et qui interdit le masque, la dissimulation du visage. Et cette institutrice décide de ne jamais recevoir la mère et de lui refuser l'entrée à l'école. La directrice de l'école adopte une position différente. Devant cette position de principe de l'institutrice, elle décide, elle, d'entamer un dialogue avec la mère et de dialoguer, mais à l'extérieur de l'école. Et puis un jour, la mère ne vient plus, elle est remplacée par le père, et le père, d'abord interdit que la fillette participe aux sorties scolaires, mais aussi qu'elle écoute de la musique et participe aux cours de chant ou de musique. Voilà. Elle n'ira pas, je ne veux pas, avait-il ordonné. Et finalement, la fillette dit qu'elle n'a pas le droit d'écouter de musique ni de chanter à la maison. Voilà. Et donc on en est là, et on peut essayer d'analyser la situation avant de raconter ce qui se passe, dans ce qui s'est passé dans la réalité face à ce conflit entre, d'une part, l'institutrice et la famille, et d'autre part, avec la position un peu médiane qu'adopte la directrice d'école. Donc, première partie de l'analyse, le cadre juridique. Les éléments qui relèvent du droit. Premier élément,
les tenues vestimentaires d'Aminatou et de sa mère. Deuxième élément, l'attitude de l'institutrice. Troisièmement, le refus de certaines activités pédagogiques par la famille. Voilà les trois éléments qu'il faut examiner. Alors, bon, voilà, il y a plusieurs pages sur ces aspects juridiques. Ce qu'on peut en retenir très brièvement, sans citer les textes en question, mais qui figurent évidemment dans le livre, c'est que, d'une part, la loi du 15 mars 2004, qui est maintenant dans le Code de l'éducation, interdit aux élèves de porter une tenue religieuse, donc cette tenue par laquelle ils se distinguent de toutes les autres, de toutes ses camarades de classe et dans l'école également, doivent-elles être prohibées? Bon, qui décide? Et là, on voit que le rôle du directeur d'école est important, ou de la directrice. C'est toute autre affaire pour la tenue de Madame Diop, de la mère. Là encore, le nom a été changé, évidemment, qui est porté, qui dissimule en permanence son visage et qui contrevient à la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage. Voilà. Alors, quelle doit être l'attitude par rapport à quelque chose qui est un délit du fonctionnaire? Doit-il lui-même régler les comptes ou doit-il faire appel à une autorité publique, de l'ordre public, je veux dire, pour faire constater le délit? Là, on a une information déterminante qu'on ne connaît pas toujours, l'article 40 du Code de procédure pénale, qui oblige les fonctionnaires à signaler sans délai tout délit dont ils seraient informés ou les témoins dans le cadre de leur fonction. Et donc, en fait, ce problème-là n'a pas à être réglé juridiquement par les fonctionnaires de l'éducation nationale. Par contre, ils doivent le signaler au procureur de la République. L'attitude de l'institutrice, voilà, et donc peut aussi être examinée sur le plan juridique, et la responsabilité du directeur d'école, du chef d'établissement et des enseignants relève d'un texte juridique, qui est l'article D111.4 du Code de l'éducation, et donc il faut tenir compte de cette contrainte juridique. Quant au refus de certaines activités pédagogiques, là aussi, il y a des textes juridiques qui permettent d'être informés de ce qu'il convient de faire et de ce qui est permis ou interdit aux parents. Il s'agit en gros de distinguer l'interdiction d'un cours de musique de l'interdiction de la musique à la maison. Pour ce qui est de l'interdiction de la musique à la maison, il n'y a pas de texte qui encadre cela. Mais sur l'obligation de suivre l'enseignement de musique, quel que soit ce qu'en pensent les parents, il y a aussi un texte qui est très clair. Voilà, sur la morale sur la morale et l'éthique des principaux protagonistes, eh bien, on examine là successivement un certain nombre d'hypothèses sur ce qui fait agir Aminatou, sur ce qui fait agir sa mère, sur ce qui fait agir son père, sur ce qui fait agir l'institutrice, sur ce qui fait agir la directrice d'école. Et on peut se mettre d'accord sur des éthiques respectives ou des morales respectives de chacun de ces protagonistes. Je ne développerai pas trop, ça serait trop long, trop fastidieux, et on en arrive à la délibération, c'est-à-dire à rassembler ces différents éléments. La directrice est tenue par deux obligations. Au sein de l'école qu'elle dirige, elle doit à la communauté scolaire d'incarner la loi et de la faire respecter, etc. Donc, ne pas autoriser Madame Diop à pénétrer masquée dans l'enceinte de l'établissement. Faire aussi en sorte qu'Aminatou bénéficie de l'éducation aux arts musicaux inscrite dans les programmes et assurer de ce fait la neutralité du service public. Mais cette rigueur ne doit pas s'appliquer au détriment des liens nécessaires avec la famille d'Aminatou
essentielle à l'épanouissement scolaire de l'élève et à son maintien dans l'école publique, aussi longtemps que son ambition le permettra. Le dilemme éthique se situe ici entre l'application fondamentale de la loi laïque et l'intégration d'Aminatou et de ses parents à l'école républicaine. Et on a là une situation de dilemme. Il y a deux séries d'éléments qui sont en opposition et entre lesquels il faut trancher. Et on voit bien que dans un groupe de formation où les opinions peuvent être diverses sur cette question, certains donneront plutôt leur faveur à une application de la loi et d'autres donneront plutôt préférence à l'intégration d'Aminatou et de ses parents à l'école, quitte à faire des entorses à la loi. Comment agir au mieux? Et bien là, on continue la délibération et on voit la variété des possibilités de prise de décision. Je livre la fin de l'histoire. Ni le groupe classe, ni la directrice ne firent de commentaires afin de ne pas blesser l'enfant. L'enseignante, pour mettre tout le monde à égalité, fit écouter le disque en classe et non pas à la maison, comme il avait été prévu au départ. À la fin de l'année, le père d'Aminatou refusa l'affectation en sixième dans le collège de secteur. Elle ira dans une école privée, déclara-t-il. Depuis, on n'a plus revu Aminatou. Donc voilà la narration que l'auteur du cas a faite et que l'on a exploitée d'abord dans un groupe, puis dans ce livre. Suit un certain nombre de commentaires, soit bon, sur l'enseignement de la musique et sur éthique de responsabilité ou éthique de conviction, puisqu'il s'agit d'un dilemme de ce type, c'est-à-dire une citation de Max Weber. Puis, dans un encadré, on a là la position du Conseil des sages de la laïcité, sous la rubrique « Que retenir ?» On a demandé donc à Alain Sexic, qui est secrétaire général du Conseil des sages, de donner son appréciation en tant que Conseil des sages de la laïcité sur cette situation. Donc une page où le Conseil des sages a pu s'exprimer sur chacune des 20 situations que nous avons présentées. Voilà, j'en ai terminé. Sinon, je dirais que, bon, on a dans les 3 livres qui ont été publiés chez Hachette, qui présentent des études de cas, on a 3 secteurs, 3 thèmes qui ont été explorés successivement. Le premier, je les donne par ordre chronologique, c'est la vie scolaire, 20 situations de vie scolaire, s'appelle le livre, analysé et commenté. Le second livre s'intitule La prise de décision en situation complexe. C'est plutôt un livre qui s'adresse aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école. Et le troisième, eh bien, c'est les religions, l'école et la laïcité dont je viens de parler. Donc, c'est un ensemble de 20 plus 24 plus 20 de nouveau situations que nous avons étudiées en réalité dans des sessions de formation. Nous en avons fait beaucoup, quelques centaines, et nous avons choisi un certain nombre qui nous semblaient particulièrement intéressantes de coucher par écrit dans des livres. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition pour des commentaires et des questions. Alors, je ne sais pas si vous avez lu mon dernier rapport au ministre, celui dont il a retenu l'ensemble des propositions et qu'il a donné, pour lesquelles il a donné instruction à son administration centrale et académique de les mettre en œuvre. Donc, il y a un certain nombre de propositions qui sont tournées vers les personnels de direction, les personnels d'inspection, effectivement. Ce qu'on sait aujourd'hui de manière précise à travers un certain nombre d'études objectifs, et en particulier des études auprès des enseignants,
Je pense à plusieurs études de l'IFOP parues depuis 3 ans où on a interrogé les enseignants sur les problèmes qu'ils peuvent éventuellement rencontrer en matière de laïcité et de valeurs de la République. Une question me vient à l'esprit qui était posée de la manière suivante. Lorsque vous avez une difficulté sur le plan de la laïcité ou de l'expression des religions, un incident, à qui vous en ouvrez-vous? À qui, voilà, pour ne pas rester seul, à qui en faites-vous part? Et massivement, à 80%, en gros, les enseignants répondent à mes collègues. Moins de 50% disent à mon directeur d'école ou au chef d'établissement, et un petit pourcentage dit aux responsables du rectorat, c'est-à-dire aux inspecteurs, aux référents à laïcité. Et lorsqu'on pose la question de savoir aux mêmes enseignants s'ils ont reçu un soutien de la part des gens auxquels ils ont fait part de l'incident, eh bien, la proportion de soutien exprimée par ces enseignants est inversement proportionnelle à la distance. C'est-à-dire que plus on est prêt, plus on reçoit de soutien. Plus on en a fait part à une personne un peu plus éloignée, chef d'établissement ou rectorat, moins on a le sentiment d'avoir reçu un soutien. Alors ça, c'est un problème qui a été un peu médiatisé il y a quelque temps avec le hashtag pas de vague lorsqu'il s'agissait de violences physiques exercées par les élèves sur les enseignants. Et il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants se plaignent d'une manière ouverte ou feutrée du manque de soutien qu'ils recevraient de leur hiérarchie. Il y a dans mon dernier livre, qui n'est pas paru chez Hachette, mais j'en parle quand même, Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école, des exemples très précis de ce manque de soutien et du fait que la hiérarchie parfois se défausse plutôt que de soutenir un enseignant ou un chef d'établissement affronter une difficulté. C'est une réalité dont Jean-Michel Blanquer a déjà parlé d'ailleurs ouvertement, en disant que lui ne supportait pas que on mette la poussière sous le tapis lorsqu'il y avait des difficultés et qu'il exigeait que les choses soient dites et que les enseignants qui rencontrent ces difficultés éventuelles soient soutenus. Mais entre la parole d'un ministre et la réalité du terrain, vous le savez, il y a parfois une marge. Ma question, c'était effectivement comment aborder la laïcité dans les départements et territoires d'outre-mer. Alors moi, je suis actuellement sur l'île de la Réunion, où c'est vrai que la laïcité, si elle est appliquée, l'est de façon euh, quelquefois particulière parce que la religion occupe très fortement l'espace public. Et quelquefois, alors pas l'espace de l'école, mais c'est quand même particulier. Voilà, c'est une île où les religions coexistent depuis longtemps dans un rapport d'équilibre de force euh, et de façon très apaisée. Et voilà, pour le coup, le fait que les différentes religions occupent l'espace public ne gêne personne. Donc c'est la frontière entre l'application de la loi de la République et le respect de traditions établies depuis longtemps. Voilà, c'est cette juste manœuvre, cette juste appréciation en fait des situations qui me paraît parfois complexe. Oui, mais je connais la situation réunionnaise. Donc, on a une société effectivement qui est moins sécularisée que la société métropolitaine. C'est une évidence. On a une société aussi où les communautés, et là on peut parler de communautés, sont présentes et jouent un rôle important. Euh, et cela ne contrevient en rien aux règles de la République. La République n'a rien à dire sur le fait que l'on souhaite vivre en communauté, sur le fait qu'on souhaite se marier entre personnes de la même religion.
on est là sur le versant principe de liberté totalement. La République intervient lorsqu'il s'agit de services publics et donc d'éducation. Euh, voilà. Donc, situation sociétale très différente de celle de la métropole n'engage en rien un changement de principe, un changement de comportement des agents publics. La plus grande liberté dans le domaine privé, un certain nombre d'obligations pour la République dans le domaine public. Oui, mais justement, à l'école, moi j'ai connu le cas où les curés du village faisaient un mot d'absence aux enfants pour le jour du vendredi saint, pour qu'ils puissent venir à la procession du chemin de croix l'après-midi et donc ne pas aller à l'école. Non, mais la loi est très claire, madame. Lorsqu'on est chef d'établissement, on reçoit les mots des parents et on leur accorde l'autorisation systématiquement lorsqu'il s'agit d'une fête religieuse. Mais les parents doivent le demander. Alors, ce qui serait illégal, c'est que les chefs d'établissement accordent des autorisations aux curés et non pas aux parents. Il y a le Bien mot du sûr. curé qui accompagne, mais c'est les parents qui demandent. C'est totalement légal. On lui pose une question sur la laïcité, elle doit répondre à la question sur la laïcité. Et donc, d'une manière objective, c'est-à-dire en faisant référence à ses connaissances sur la question et non pas à ses sentiments personnels. En aucun cas, voilà, on est dans une situation de recrutement d'un fonctionnaire. Le fonctionnaire n'a pas exprimé ses opinions dans le cadre de son métier, devant les élèves. Et ce qu'un jury attend, effectivement, c'est que, par rapport aux questions qui sont posées, le candidat ou la candidate réponde à ces questions en s'appuyant sur le droit. Si jamais on lui tend un piège au candidat, et vous, qu'est-ce que vous pensez du droit? On répond tout simplement en tant que fonctionnaire, voilà, j'applique le droit. Point. Comment expliquer aux enfants le principe de laïcité alors qu'on enseigne la religion catholique au sein de l'école en Moselle? On peut expliquer le principe de laïcité exactement de la même manière. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est en Moselle que les habitants et les enfants doivent ignorer ce qu'est le principe de laïcité. Donc, on peut très bien, d'ailleurs pas seulement en Moselle, dans toute école privée, faire des cours sur la laïcité. Et dans nombre d'écoles privées, on fait des cours sur la laïcité pour expliquer aux enfants qu'ils vont vivre dans une société qui est régie par le principe de laïcité, et non pas dans une communauté qui ignorerait les lois de la République. Donc voilà, l'école est un service public qui est laïque. Simplement, cette laïcité n'est pas organisée de la même manière en Moselle et ailleurs, mais l'hôpital, il est tout aussi laïque. Voilà. Et donc, les médecins doivent soigner les patients, quelle que soit leur religion, et les traiter à égalité, quelle que soit leur religion. Donc, le principe d'égalité, de laïcité, il s'applique aussi dans les écoles catholiques, de la manière que dans une école catholique, il y a des élèves de différentes confessions. Et l'enseignant doit rester neutre par rapport aux élèves et les traiter sur un pied d'égalité, quelle que soit leur confession. Donc, il faut l'expliquer de la même manière que dans n'importe quelle école publique. Dans l'école catholique, nous pouvons faire intervenir des enfants et des parents sur leurs différentes religions. C'est souvent passionnant. Je n'en doute pas. Mais c'est très intéressant aussi d'entendre des enfants et des parents qui n'ont pas de religion, qui ne sont pas croyants. Ça représente à peu près plus de la moitié, en tout cas aujourd'hui, de la population française. Et donc, on peut parler des religions dans l'école publique, c'est pas interdit, mais si on parle des religions, il faut aussi parler d'autres convictions. Il faut faire attention, par exemple, de ne pas inviter à un débat, comme je le vois parfois, un pasteur, un curé, un rabbin et un imam, parce qu'on laisse de côté plus de la moitié de la population. Donc, attention à ça. La neutralité de l'école et de la République, c'est par rapport aux convictions et pas par rapport aux religions.
la garantie de la liberté de conscience, c'est pas la neutralité par rapport aux religions. C'est pas de traiter sur un pied d'égalité les religions. C'est d'être en situation d'égalité par rapport à l'ensemble des convictions religieuses et non religieuses. Donc, attention à des pratiques qui valorisent d'une manière tout à fait inégalitaire telle ou telle religion, voire l'ensemble des religions, par rapport à l'ensemble des convictions qui sont représentées dans la nation. C'est un contresens qui est fait aujourd'hui et qu'on voit en particulier chez les jeunes. Lorsqu'on demande aux jeunes quelle est votre conception de la laïcité, ils répondent mettre toutes les religions sur un pied d'égalité. Être neutre par rapport aux religions, c'est un contresens. Rien dans la loi de 1905 ne dit cela, au contraire. Au contraire, car c'est contradictoire avec la liberté de conscience, avec la garantie de la liberté de conscience. C'est une question scientifique très difficile. Étant scientifique moi-même, donc je peux tenter d'y répondre. Dans le modèle standard de création de l'univers, c'est-à-dire le modèle du Big Bang, qui est celui qui est actuellement reconnu par la communauté scientifique, bien que bon, il n'y a aucun modèle dont on ne puisse penser qu'il sera un jour éventuellement dépassé. Hein. La théorie, la théorie standard, la création de l'univers, le Big Bang, c'est aussi la création du temps. Il n'y a pas de temps possible en dehors de l'univers, puisque l'espace-temps est un ensemble, est un tout, voire la théorie de la relativité généralisée d'Einstein. Et donc, en toute logique, comme l'explique un prix Nobel de physique, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui a créé le temps sans avoir créé en même temps l'univers. Mais ce créateur éventuel serait lui-même en dehors de l'espace-temps. Voilà. En tout cas, la phrase « avant la création de l'univers, il y avait quelque chose » n'a scientifiquement pas de sens pour l'instant. Avez-vous un conseil pour aborder la question de la laïcité en EMC à l'école élémentaire? Alors, non, j'en ai pas, parce que c'est vraiment un niveau d'enseignement que je connais assez mal. Moi, j'ai toujours enseigné dans le second degré ou dans le supérieur, et je m'interdis de donner des conseils pédagogiques par rapport à un public que je connais mal, ou dont je connais mal les réactions. En tout cas, dire simplement, c'est qu'il faut partir des représentations que l'on connaît de ces enfants pour aborder la question de la laïcité. Et en particulier, moi, si j'avais à enseigner à des enfants, j'aborderais d'abord les religions avant de parler de la laïcité pour comprendre comment la France a inventé ce système de laïcité, je veux dire seul au monde, à quelle occasion et pourquoi la laïcité représente une véritable difficulté et une chance, puisque naît dans une société aujourd'hui pluriconvictionnelle, c'est-à-dire où les religions sont éclatées, où il y a une multiplicité de religions et une multiplicité de croyances non religieuses et de non-croyances. Donc dans une société aussi diversifiée, la religion ne peut plus assurer raisonnablement les trois missions qu'elle a toujours dans l'histoire de l'humanité jusqu'à la Révolution française assurées, à savoir rassembler, structurer et transmettre. Et donc il faut trouver un autre système politique, la République, qui assure ces trois missions, et une institution dont la charge est précisément de transmettre, qui est l'école. C'est pas tout à fait une question, mais j'ai lu avec beaucoup d'attention tous les ouvrages que vous avez écrits, parce que je me préparais au concours d'inspecteur l'année dernière. Et ça m'a ramené au tout début de ma carrière, en 1998. Donc c'est juste un cas qui me paraît être un peu similaire à ceux que vous aviez
traitées dans vos ouvrages. J'étais à l'époque à Perpignan, donc il y avait géographiquement à moins de 100 mètres l'une de l'autre la cité, l'école, la prison. Voilà, donc c'était très particulier. La population de l'école, donc c'était une école d'application. Moi j'avais une CLIS et population à 95% d'origine marocaine, avec la prière de l'Aïd qui se faisait sur le parking de l'école. Bon, avec les petits gâteaux qui allaient avec, hein, donc c'était très sympa, mais c'était assez bizarre comme pour une première plongée. Et voilà, dans le cas qui m'a choqué, c'est l'histoire d'une petite fille qui était dans ma classe, elle avait 12 ans, elle s'appelait Khadija. En fait, elle est partie en vacances au Maroc pendant les vacances d'avril et elle n'est jamais revenue. Et son petit frère était aussi dans ma classe en CLIS. Et quand il est rentré, je lui ai demandé pourquoi sa sœur ne revenait pas à l'école. Il m'a dit, je cite, mes maîtresses, tu sais, Khadija, elle a eu ses règles, elle est restée au bled, elle est mariée, on la reverra plus. Voilà. Donc c'est le genre de choses qui déstabilisent, hein. Moi j'avais 20 ans tout juste à l'époque. Je pense que pour les jeunes collègues qui viennent d'arriver, c'est compliqué. On ne sait pas exactement comment réagir, vers qui se tourner. Et même si des choses ont été mises en place, je pense que la formation continue est importante en ce domaine parce que des cas comme ça, je pense qu'il y en a encore un petit peu partout en France, même aujourd'hui. Et ça peut être assez déstabilisant. Voilà. Oui, je vous comprends tout à fait. C'est déstabilisant pour les enseignants qui se sont attachés à cet élève et qui lui voyaient un autre avenir, hein. Mais voilà, c'est la liberté des parents de l'emmener en vacances au Maroc et c'est la loi marocaine, sans doute, qui s'applique ou qui n'a pas été appliquée. En tout cas, c'est aux autorités marocaines de savoir s'il y a eu là une contrainte contraire au droit du pays. Mais on peut évidemment rien faire. En revanche, à Perpignan, vous avez une autre communauté qui a les mêmes pratiques, qui est la communauté gitane. Et là, on peut faire parce qu'ils ont la nationalité française. Et ils ont strictement les mêmes pratiques de mariage précoce, du retrait des enfants avant la fin ou dès les 16 ans pour un mariage. Voilà. Et là, on est dans une autre situation. Donc moi, j'ai une fille qui est enseignante à Perpignan. Et donc, il me raconte des histoires, non pas avec les Marocains, mais avec les Gitans. Et c'est très, très difficile. Et là, on est en première ligne, c'est-à-dire c'est la République française qui est en cause, et pas le Royaume du Maroc. Bien, je vous propose, pour des raisons d'emploi du temps, je vais être obligé de vous quitter. Au revoir.